Des exercices militaires importants ont été organisés à Taïwan ces derniers jours pour se préparer à une éventuelle invasion de la Chine. Et c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde parce que la Chine a multiplié les menaces ces derniers mois. Alors, est-il crédible de croire que la Chine va envahir Taïwan? Comment l'île se prépare-t-elle à une telle possibilité? Et sur qui peut-elle vraiment compter? Salut, c'est Elisara, j'espère que vous allez bien et c'est le sujet à la une du jour. Alors, avant de rentrer dans le détail, un peu de contexte. Taïwan, c'est une île située à 130 km de la Chine qui fonctionne comme un État indépendant avec un gouvernement démocratique et sa propre économie. Pourtant, la Chine considère toujours Taïwan comme l'une de ses provinces. C'est une situation qui remonte à 1949. À la fin de la guerre civile chinoise, les forces nationalistes du parti de Kuomintang s'étaient réfugiées à Taïwan, tandis que les communistes prenaient le pouvoir sur le continent, fondant la République populaire de Chine. Depuis, la Chine considère Taïwan comme une province sécessionniste et s'oppose fermement à toute reconnaissance de son indépendance, même si l'île bénéficie d'une autonomie politique, diplomatique et militaire. À noter au passage que le gouvernement taïwanais n'a jamais proclamé formellement son indépendance vis-à-vis de la Chine. Si vous voulez en savoir davantage sur l'histoire de la Chine et de Taïwan, on a une vidéo sur le sujet disponible sur la chaîne principale, vous aurez le lien en description. Alors on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais en mai 2024, un nouveau président a pris la tête de Taïwan. Il s'agit de Lai Ching-te, qui est issu du Parti démocrate progressiste, un parti connu pour son soutien à une identité taïwanaise distincte et à l'indépendance formelle de Taïwan par rapport à la Chine. Depuis son investiture, Lai Ching-te alerte la population sur la menace que représente la Chine selon lui. Il a notamment affirmé dans son discours d'investiture que la République de Chine, donc Taïwan, et la République populaire de Chine ne sont pas subordonnées l'une à l'autre, appelant la Chine, je cite, à cesser ses intimidations politiques et militaires qui sont en cours depuis plusieurs années. Dans son discours, Lai Ching-te avait aussi promis que le gouvernement taïwanais maintiendrait un statu quo, donc la souveraineté de Taïwan, sans pour autant déclarer une indépendance formelle. Mais pour la Chine, Lai Ching-te est, je cite, un dangereux séparatiste, les séparatistes étant pour l'indépendance de Taïwan, et le gouvernement avait d'ailleurs menacé Lai Ching-te de représailles suite à son discours d'investiture. Et donc, depuis son arrivée au pouvoir il y a un peu plus d'un an, l'armée chinoise a mené 3 grandes manœuvres autour de Taïwan, avec une stratégie qui semble viser à démontrer sa capacité à instaurer un blocus maritime de l'île. L'objectif pour la Chine, c'est de potentiellement isoler l'île en empêchant tout commerce ou ravitaillement par voie maritime, ce qui aurait des conséquences désastreuses pour Taïwan. Ces dernières années, la Chine a largement accentué ses pressions sur Taïwan, en déployant par exemple régulièrement des avions militaires et des navires de guerre autour de Taïwan, et il y a d'ailleurs des incursions chinoises quasiment tous les jours autour de l'île. On parle ici par exemple d'avions militaires chinois ou de navires de guerre qui pénètrent dans des zones proches de Taïwan. En 2023, le directeur de la CIA à l'époque, l'une des principales agences de renseignement des États-Unis, avait estimé que le président chinois Xi Jinping prévoyait une invasion de Taïwan d'ici 2027. Il s'agit évidemment que de projections, mais il reste très difficile d'en évaluer la crédibilité avec précision. Alors face à ces menaces, comment Taïwan se prépare? Eh bien comme chaque année depuis 1984, des exercices militaires ont été organisés du 9 au 18 juillet. Mais cette fois, ils ont été renforcés. Ils ont duré 10 jours contre 5 l'an dernier et ont mobilisé 22 000 réservistes, ce qui est un record. Des exercices civils ont aussi été menés dans plusieurs villes et à Taipei, la capitale de Taïwan, des sirènes ont retenti, la circulation a été interrompue pendant 30 minutes et les habitants ont dû se réfugier dans des abris ou des stations de métro. Des simulations de distribution d'aide en temps de guerre ont aussi été organisées. Côté militaire, des systèmes de lance-roquettes livrés récemment par les États-Unis ont été testés, ainsi que des chars de fabrication américaine lors d'exercices de tir réels. L'armée taïwanaise s'est aussi entraînée à des tactiques dites de zone grise. Il s'agit de manœuvres d'intimidation qui ne relèvent pas directement d'un conflit armé, mais qui visent à affaiblir l'adversaire. On peut par exemple penser à des drones qui survolent l'île sans autorisation ou des navires qui s'approchent un peu trop près. Tous ces exercices, ils visent à renforcer la préparation de la population, de l'armée et de l'administration, mais aussi à rassurer sur la capacité de défense de l'île. Depuis 2024, le service militaire obligatoire est d'ailleurs passé de 4 à 12 mois pour les hommes nés après 2005. Mais maintenant qu'on a dit ça, si jamais Taïwan venait à être envahi par la Chine, l'île pourrait-elle compter sur les États-Unis? Eh bien ces dernières années, Taïwan et les États-Unis se sont rapprochés, mais le soutien des États-Unis à l'île est non officiel. En fait, le pays n'a pas de relation diplomatique formelle avec Taïwan depuis 1979, mais ils entretiennent quand même des liens économiques, culturels et militaires assez importants. Concrètement, la politique américaine envers Taïwan est régie par la loi sur les relations avec Taïwan, qui autorise par exemple la vente d'armes à Taïwan pour sa défense. Les États-Unis sont d'ailleurs son principal fournisseur d'armes. Et pour la Chine, ce soutien militaire américain accroît le risque de conflit. Mais alors que l'ex-président des États-Unis Joe Biden avait affirmé en 2022 que les États-Unis défendraient militairement Taïwan en cas d'invasion chinoise, la situation n'est plus aussi claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier. La politique du nouveau président, c'est America First, l'Amérique d'abord. Et donc, de plus en plus de personnes doutent sur une intervention militaire des États-Unis en cas d'invasion de Taïwan. Pendant sa campagne présidentielle, Donald Trump a par exemple déclaré que si la Chine attaquait Taïwan, il imposerait 150 à 200% de taxes douanières à la Chine, sans parler de réponse militaire. Cela dit, les États-Unis ont aussi un intérêt stratégique à protéger Taïwan. L'île est un acteur clé dans la production mondiale de semi-conducteurs
semi-conducteurs, des composants électroniques essentiels aux smartphones, aux voitures électriques et aux ordinateurs. Et une invasion perturberait gravement cette industrie avec des conséquences économiques majeures, y compris pour les États-Unis. Et enfin, plusieurs experts estiment qu'en cas de guerre là aujourd'hui, l'armée chinoise ne pourrait pas vaincre militairement les États-Unis si ces derniers choisissaient d'intervenir. Voilà donc pour ce sujet et on passe aux autres infos à retenir aujourd'hui et on commence avec cette actu. Donald Trump a porté plainte ce vendredi pour diffamation contre le quotidien américain Wall Street Journal et son propriétaire, le magnat britannique de la presse, Rupert Murdoch. En fait, jeudi, le Wall Street Journal a révélé l'existence d'une lettre à connotation sexuelle rédigée en 2003 par Donald Trump et destinée à Jeffrey Epstein, le milliardaire américain suicidé en prison avant d'avoir pu être jugé pour trafic sexuel de mineurs. Sur la lettre, il y a une silhouette de femme qui a été dessinée au marqueur avec la signature de Trump située sous la taille de cette silhouette, suggérant pubis. Selon le quotidien américain, la lettre se terminerait par, je cite, « Joyeux anniversaire et que chaque jour soit un autre merveilleux secret ». Si vous voulez en savoir davantage sur cette lettre et plus largement sur l'affaire Epstein, on vous en parlait justement une ce vendredi. Et donc, pour revenir à la plainte, elle déclare que cette lettre n'existe pas et que cette histoire a été inventée. De son côté, le journal a répondu en déclarant avoir toute confiance dans la rigueur et l'exactitude de leurs informations. Donald Trump a qualifié cette plainte de centrale sur son réseau Truth Social et demande des dommages et intérêts d'un montant qui, je cite, ne peut être moins que 10 milliards de dollars. À la suite de la publication de cette lettre, le ministère américain de la Justice a finalement demandé au tribunal fédéral de rendre publics les documents secrets liés à l'affaire Epstein. Jusqu'ici, les autorités américaines avaient refusé de publier ces documents, officiellement pour protéger l'identité des victimes présentes sur les dossiers. Deuxième actu, des affrontements ont eu lieu dans la région de Soueïda, dans le sud de la Syrie, et ce malgré l'annonce d'un cessez-le-feu immédiat par la présidence syrienne plus tôt dans la journée. Cette région est frappée depuis une semaine par de violents affrontements entre deux camps. D'un côté, des groupes Druzes, une minorité ethno-religieuse vivant notamment dans la région de Soueïda, ainsi qu'au Liban et en Israël. Ils pratiquent une religion initialement proche de l'islam chiite, mais à noter quand même que l'appartenance du druzisme à l'islam est assez contestée, y compris au sein des Druzes. De l'autre côté, il y a des combattants de tribus bédouines, une communauté arabe semi-nomade, pratiquant majoritairement l'islam sunnite, un autre courant de l'islam. Selon un bilan publié par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG locale, les combats dans la région ont fait 940 morts depuis dimanche dernier. Parmi eux, plus d'une centaine de civils auraient été tués par les forces gouvernementales selon l'ONG, l'armée syrienne ayant été déployée dans la région avant de se retirer ce mercredi. Et un cessez-le-feu a également été annoncé vendredi soir entre la Syrie et Israël, sous l'égide des États-Unis. 2 jours avant, l'armée israélienne avait frappé le quartier général de l'armée syrienne à Damas, la capitale, affirmant répondre aux violences contre la communauté druze avec ses frappes. Et enfin, la ville de Nîmes, dans le département du Gard, a instauré un couvre-feu provisoire pour les moins de 16 ans non accompagnés de 21h à 6h dans les quartiers les plus sensibles de la ville. Ce couvre-feu commencera lundi soir pour une durée de 15 jours et il sera renouvelable si nécessaire, selon la mairie. La raison, c'est une succession d'actes criminels liés au narcotrafic dans la ville. Plusieurs fusillades ont éclaté ces derniers jours, notamment dans les quartiers Pisevin et du Mas de Meung. Un homme a été tué par balle le 10 juillet et le corps d'un jeune de 19 ans, tué par balle et partiellement brûlé, a été retrouvé ce jeudi, en périphérie de la ville. Le maire LR de Nîmes, Jean-Paul Fournier, a déclaré vouloir protéger les plus jeunes, ajoutant ne pouvoir concevoir qu'une jeunesse se détruise ainsi. Et le préfet du Gard, Jérôme Bonnet, a également annoncé l'arrivée de CRS à Nîmes et la mise à disposition de services spécialisés dans le narcotrafic pour aider les enquêteurs nîmois. Voilà pour les actualités du jour. Merci de suivre ce format le samedi. Les actus reviennent sur YouTube dès lundi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et moi je vous dis à samedi prochain.